Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Jonas. Vous êtes directeur général adjoint de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours et surtout le cheminement qui vous a conduit à occuper ce rôle aujourd'hui? Et donc, je suis en effet DGA de la Fondation Rothschild depuis maintenant à peu près 13 ans, après un passage, par Montréal où j'ai été directeur de la stratégie au CHU de Montréal et avant cela, j'ai fait quelques années au ministère de la Santé où je me suis occupé de tarification à l'activité et encore précédemment, j'étais dans un petit hôpital public, dans la périphérie lyonnaise et donc j'ai fait le choix, avec ce parcours un peu alambiqué d'aller dans un établissement spécialisé en ophtalmologie et neurosciences, qui est un établissement privé non lucratif et qui a une taille critique que je trouve assez intéressante pour faire à la fois des choses très opérationnelles, mais aussi avoir des projets assez stratégiques, notamment en data science, donc c'est une des raisons de ce choix. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. On peut rentrer directement dans le cœur de notre sujet aujourd'hui qui est l'IA générative en santé. Si on revient quelques années en arrière, l'IA générative a émergé avec une forme qui est quand même assez spectaculaire comparée à d'autres technologies. Je voudrais bien qu'on revienne sur vos premières réactions au sein de l'hôpital. Comment vous avez vécu cette vague d'IA générative et surtout à quel moment vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une simple tendance passagère, mais il faut se saisir de ce sujet? Alors, le je dirais qu'avant d'être sur l'IA générative, on sur les 10 dernières années, j'ai d'abord été sur un sujet d'informatisation intégrale de l'hôpital, D'accord. parce qu'on n'y était pas, et une fois qu'on a f donc là, on est 100% informatisé depuis plus de 6 ans maintenant et une fois que vous basculez d'une culture un peu, écrite au papier et crayon à une culture informatisée, vous avez des sujets d'interface, d'ergonomie qui se présentent de manière de plus en plus importante, au fur et à mesure que les gens rentre dans l'outil, il y a pas mal de remontées d'insatisfaction, je dirais, en termes d'expérience utilisateur, Mhm, et c'est plutôt par ce biais-là que j'ai eu des, remontées de j'ai pas mal de médecins qui font des congrès, des colloques, un peu à l'international et qui se sont dit: «Tiens, là, il y a une technologie qui apporterait potentiellement des choses intéressantes» et j'avoue que moi, c'est en allant au IMSS à Chicago, il y a de cela 4 ou 5 ans, qu'on a eu une démonstration de ce que pouvait faire l'IA générative en consultation, notamment changer un peu le relationnel du médecin avec son patient où souvent s'il y a il y a un écran qui fait qui fait barrière ou, une intermédiation en tout cas pas très agréable entre les 2. Et là j'ai découvert une possibilité d'être dans un échange complètement, beaucoup plus informel, beaucoup plus direct, et pour autant de produire un compte rendu très structuré, très intéressant pour, et le médecin, le patient, le correspondant. Et donc c'est une fois qu'on a eu cette petite démo qu'on s'est dit: «Tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser» et j'ai eu pas mal de médecins qui nous ont dit: «Oui, oui, ça, on a envie de découvrir et de se mobiliser là-dessus». d'accord. Vous avez parlé de la consultation, mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous avez regardés? Alors, il se trouve qu'en étant DGA, je suis schizophrène parce que je m'occupe à la fois de la recherche, des finances et des systèmes d'info. Et donc j'ai un prisme sans doute un peu déformé où je cherche toujours de l'efficience. Mhm, Et donc on a clairement priorisé, des leviers où en mettant de l'agent IA, en mettant de l'IA générative, en mettant différentes fonctionnalités de ce type, on arrive à dégager de l'efficience. mhm, Et quand je prends les principaux effectifs, des fonctions support, donc qui viennent en appui de mes métiers dans l'établissement, j'ai les secrétaires médicales qui sont le premier gros bataillon, je dirais. Elles sont plus de 150 à la fondation, mhm, mhm, sur, 1 800 effectifs à peu près. J'ai un nombre d'attachés de recherche clinique également très important. J'en ai, presque une centaine. Et donc j'ai plutôt creusé les fonctions de ces corps de métier, en disant: «Comment sur ces fonctions-là, je peux adresser différemment un call center», par exemple. mhm, Maintenant, il y a des solutions très matures en termes de call center IA qui peuvent être même beaucoup plus personnalisées que ce qu'on peut faire avec un call center classique. mhm. Donc ça été un des axes de réflexion. Donc tout ce qui est prise de rendez-vous autonome du patient. On a un autre axe sur lequel on travaille, c'est toute la partie, enrôlement, parcours patient, sur la préadmission, qui là aussi
qui est non seulement chronophage, qui est un peu technique, mais qui est souvent redondante en termes de tâches. Donc là, un agent IA, c'est particulièrement bien adapté pour ce type de contrôle, vérification, que j'ai bien la mutuelle, que j'ai bien la date de mutuelle à jour, que j'ai bien la pièce d'identité. Voilà, il y a tout un une potentialité de l'IA sur de la reconnaissance, d'image et reconnaissance faciale qui est assez intéressant et sur lequel on travaille, fortement parce que moi, ça me consomme énormément de temps agent. Mmh. Et l'autre axe sur lequel mais c'est un axe secondaire, je dirais donc prise de rendez-vous, préadmission, bureautique médicale et consultation, c'est le sujet qu'on va peut-être creuser davantage aujourd'hui et Mmh. un axe plus prospectif pour la deuxième partie de l'année, c'est tout ce qui est recherche clinique, où là aussi j'ai pas mal de, alors là, c'est plus un patient donné, il va potentiellement remplir les différents critères d'un protocole de recherche. Or, au décours de la consultation, le médecin, s'il est pas mis en alerte: «Tiens, celui-là, il remplit tous les critères de tel protocole», il va pas forcément y penser et donc là, on a réfléchi à une solution d'IA qui permette de générer une sorte de pop-up systématiquement chaque fois qu'un patient répond à un ou plusieurs, critères de protocole de recherche. D'accord, donc c'est assez varié, ça touche à plusieurs, composantes C'est du c'est cycle c'est assez de varié, mais quand même ciblé efficience, je mmh l'avoue, je le confesse, pour mh. avoir échangé avec quelques collègues, parce qu'il y a d'autres cas d'usage potentiellement sur, comment on sécurise un diagnostic, Mmh. et et j'y vais pas tant que ça. J'ai pas forcément beaucoup de demandes de mes médecins, d'aller vers là, mais c'est un autre axe potentiellement intéressant aussi, hein. Du coup, peut-être on peut, se focaliser sur ce cas d'usage de cons p qui concerne en fait l'agent IA pour la consultation. Heu, vous avez évoqué en fait le côté on cherche l'efficience. Mmh. Donc, sur ce besoin en particulier ou sur cette solution en particulier, en quoi consiste l'efficience sur ce cas d'usage? Donc moi, ce que j'ai demandé à donc j'ai dit: «Je suis prêt à être bêta-testeur de plusieurs solutions», donc on en a testé 4. Mmh. Et à chacune des sociétés avec qui on a pu échanger là-dessus, j'ai dit: «Moi, je veux que mon médecin, depuis sa consultation jusqu'au retour du patient chez lui et à son échange avec le médecin correspondant, il y ait aucune intervention de secrétaire médical». Donc je D'accord. veux que mon médecin, il soit 100 autonome, qu'il génère son compte rendu, que le correspondant s'incorpore automatiquement, que l'envoi se fasse automatiquement, vers mon espace santé, vers le patient et vers le correspondant. Donc Mmh. c'est toute cette chaîne depuis je reçois le patient, j'échange avec lui, ça me génère un compte rendu structuré et ce document après il est généré, il a son cycle de vie autonome sans avoir besoin de mobiliser de secrétariat. Mmh. Et j'ai commencé par les consultes parce que c'est plus autonome, là où potentiellement sur une hospitalisation, vous allez être sur des comptes rendus médicaux qui vont demander d'aller chercher des données dans le dossier patient. Donc la consulte, elle elle est un peu plus autonome, Mmh. autoportée, on dira. D'accord et vous avez, évoqué 4 solutions qui ont été testées dans le cadre de ce projet. Heu, pour vous, j'ai compris qu'il y a cet aspect automatisation de la chaîne mais quels sont les autres critères que vous avez considérés pour, faire votre choix de solution? Alors, on de manière très pratico-pratique, on a mobilisé une quarantaine de médecins de l'établissement. Donc j'ai 350 médecins, on en a mobilisé 40, qui représentent chacune il y avait 4-5 médecins par spécialité. Et on a fait des cycles assez courts de remontée de c'est quoi votre ressenti en termes d'expérience utilisateur, de qualité de la donnée remontée et structurée? Et et on a eu un ça a émergé assez vite, hein, une sorte de consensus sur, voilà, là, on a une vraie qualité de données, une reconnaissance beaucoup plus mature que chez les autres. Mmh. Donc sachant que j'avais déjà eu les débats sur, la reconnaissance vocale, hein, qui est quelque chose d'un peu antérieur, mais qui est un peu de la même nature. Et donc là, j'avais du texte, enfin une solution qui reconnaît bien mieux les termes médicaux, Mmh. qui est plus ou moins agile en fonction de la ca on va dire l'élocution, l'éloquence des médecins, voilà, qui sait s'adapter aux uns et aux autres. Voilà et je dirais que c'est ces critères-là qui ont été les critères déterminants. D'accord. Sachant qu'après la structuration de la donnée, c'est aussi dépendant de nous. C'est un peu le prompt qu'on met. Si on dit: «Voilà, on veut que ce soit structuré de telle et telle façon», ça, c'est nous qui définissons un peu le scénario de structuration de la donnée. Mais on a vu des logiciels qui étaient plus ou moins agiles justement dans leur capacité
à prendre l'info d'une conversation. Voilà, vous êtes allergique, vous avez des antécédents, je sais pas, de telle ou telle pathologie et voilà, dans une conversation informelle, ils arrivent plus ou moins bien à la restructurer, et à la redispatcher dans les différents champs qu'on a prédéfinis. Mmh mh. Mmh. Heu, donc en fait, si je veux décrire la solution que vous avez déployée aujourd'hui dans une consultation, il y a l'agent qui enregistre la conversation entre le patient et le médecin et il arrive par la suite à les structurer et à donner une première version en fait d'un compte rendu ou d'une lettre qui est adressée au médecin. C'est Exactement, avec un minimum de reprises et donc ce qui a le plus séduit les médecins, c'est quand ils ont obtenu au terme d'une conversation, vous dites sans intermédiaire, sans écran entre le patient et le médecin, un compte rendu très proche de ce qu'ils auraient pu écrire a posteriori, avec mmh quasiment pas de retouches. Heu, Notre cible, c'est vraiment ça, il y a une conversation. Alors évidemment, ce n'est que de l'IA et que de l'informatique, donc il faut que le médecin, dans son dialogue avec le patient, il pose les questions utiles à son diagnostic et autres. Donc ça va mh. pas générer un compte rendu s'il y a pas les bonnes questions posées. Mais dès lors que la pratique clinique et et je dirais que le fait de savoir que derrière ça va produire quelque chose de très bien structuré, ça incite, je pense aussi les médecins à dans leur échange avec le patient à être peut-être plus pédagogues, plus exhaustifs dans la façon dont ils posent les questions, dont ils affinent les différents termes du diagnostic pour que ça alimente automatiquement le support. D'accord, très intéressant. Je pense que ça joue beaucoup sur la relation entre les médecins et les patients. Je pense sur le temps d'échange aussi, c'est vrai, vous l'avez évoqué au début, en fait, peut-être lorsqu'on est avec le médecin, il est entre la conversation et la saisie, mais rajouter un outil comme ça peut vraiment, impacter positivement cette relation médecin, patient. Ouais, ça c'est un 1er et on a des retours quand même de médecins Mmh. qui nous disent: «Franchement je retrouve une relation que j'avais un peu perdue en informatisant». Mmh. Et comme nous on est 100% informatisés, donc je leur dis: «OK, dès lors qu'on a cette solution-là, ils y trouvent ils retrouvent un plaisir dans l'échange avec le patient». Mmh. Et l'autre gain, alors je dirais pas qu'à date, j'ai pas rajouté des consultes en disant: «Bon, bah, maintenant c'est plus rapide, je vous rajoute une consulte». J'ai pas été chercher mon efficience là, Mmh. même si potentiellement ça peut être un 2e temps de l'efficience. Mais en tout cas, quand ils ont fini leur consultation, ils ont pas en fin de consultation à se retaper tous les comptes rendus. Tout est prêt en fait. Mmh. Donc D'accord. ils ont aussi un confort mental, le médecin, à la fin de sa consultation. Très bien et je reviens du coup sur un point, assez important lorsqu'on parle de ce type de solution, sur cette question de responsabilité qui reste quand Mmh. même un sujet assez, sensible, sur les agents, IA. Comment avez-vous clarifié les rôles entre l'assistant et le médecin? Est-ce que du coup, vous exigez en fait une relecture systématique? La responsabilité, elle reste chez le médecin? Comment vous avez abordé cette question? Oui, alors nous, on a vraiment pris cette solution comme une solution qui facilite le travail du médecin, mais qui évidemment se substitue pas au travail du médecin. Donc là où aujourd'hui j'avais une chaîne où le médecin dicte, ou frappe, puis ça va à sa secrétaire qui reformule, ça revient vers lui pour qu'il valide. En gros, comme on avait historiquement des parapheurs qui passaient de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'on ait la bonne version, heu, là, en gros, j'appelle ça un parapheur, intelligent, Mmh. heu, mais le courrier, il part pas du parapheur sans que le médecin qui est l'auteur du document ne le valide, donc pour moi, ça reste quand même une production intellectuelle du médecin, facilitée par l'IA, heu, mais qui reste sous sa responsabilité. Ils en font, enfin, on n'a pas trop de débat en interne là-dessus. Très clair là-dessus. Avant de passer sur les challenges que vous avez, eus, au niveau du projet, je reviens juste sur un aspect d'intégration à l'écosystème du médecin parce que parfois et parmi les freins, de déploiement, est-ce que du coup vous avez, veillé à ce que ça soit intégré dans l'écosystème du médecin, que ça soit un peu ergonomique sur l'usage? Comment vous avez adressé ces aspects? Oui. Alors, sachant que selon les spécialités, je vais avoir une façon de produire les comptes rendus qui sont différentes. Par exemple, en ophtalmologie, on va beaucoup chercher des paramètres venant des équipements biomédicaux, Mmh. qui vont, éclairer l'ophtalmologue sur son diagnostic. Donc nous, on a ciblé préférentiellement, les diagnostics
il y a un échange entre le patient, donc plutôt les neurologues, plutôt les cardiologues qui sont, alors ils ont quelques équipements biomédicaux, mais on est plutôt quand même dans le dialogue, médecin-patient. Donc on a plutôt ciblé ce type de compte rendu, et pour ces comptes rendus-là, la solution qui préexistait de Rocco Vocal, voilà, ils y ont trouvé, quelque chose de vraiment très équivalent, en termes d'ergonomie. Donc ça D'accord. s'intègre. Après, il y a un import à faire pour le pousser dans le dossier du patient, mais c'est un clic, on va dire, donc c'est quand même relativement intégré. Très bien. Et donc sur cette expérience de façon générale, est-ce que, vous pouvez nous donner quels sont les grands challenges pour pouvoir en fait déployer un outil, comme ça dans son établissement? Quels étaient vos grands défis, que ce soit au niveau, technique, mais aussi humain, voire réglementaire si vous en avez eu? Je dirais le 1er challenge à relever mais qui vaut aussi pour l'informatique en général, c'est comment on suscite l'adhésion et l'envie, du corps médical, qui est, confronté à pas mal de lourdeur informatique quand même sur les enjeux de traçabilité et autres. Donc là, c'est venu un peu d'eux. Certains ont pu voir lors des congrès en disant: «Ce serait vraiment bien qu'on puisse tester ce genre de solution». Donc une fois qu'ils nous ont émis cette envie, on a un peu benchmarké, on a benchmarké, on a été sollicités nous-mêmes pour, pouvoir tester des solutions, et je dirais que la une des clés de succès, ça a été de créer ce groupe d'une quarantaine de médecins, qui ont pu échanger entre eux sur leur feedback respectif. Dire, et parce que certains pouvaient être frustrés de la solution au début, mais en fait, en échangeant avec leurs collègues, ils ont pu se rendre compte il y avait certaines façons d'utiliser la solution. Parce que il y a aussi des usages qui peuvent varier d'un médecin à l'autre. Mmh. Et donc ils se sont aussi formés, entre eux à un bon usage de la solution, une bonne façon d'interagir avec le patient pour en tirer le plus grand bénéfice. Donc du coup, il y a une sorte de cercle vertueux d'apprentissage collectif, heu, apprentissage et adhésion collective qui a fait émerger assez naturellement, sans même que j'ai besoin de faire un un comité de validation de quelle est la bonne solution. Il y a eu un consensus qui a émergé, je vous dis, au bout de 5 6 semaines, on avait déjà une bonne vue du sujet. D'accord. Mmh. Après ce qui se passe souvent quand vous avez une solution comme ça qui fonctionne, c'est, et on pourrait pas avoir ça pour tout. Parce qu'une fois que j'ai dit, que ça fonctionne en consulte, du coup, je les ai mis en appétit pour qu'on puisse faire un peu la même chose au niveau de l'hospitalisation et autres. Donc Mmh. ça, c'est le temps 2. Je dirais que c'est mon challenge d'après, c'est comment, une fois que j'ai réussi à trouver une solution vraiment qui est un peu un game changer quand même, pour eux au quotidien en consultation, comment je le duplique en hospitalisation. Et ce on a fait un exercice, qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, mais on l'a fait en fin d'année dernière, Mmh. ce qu'on appelle un hackathon. On a fait un hackathon interne, où différentes équipes de différents corps de métier, on leur a dit: «Ben, réunissez-vous, réfléchissez à ce que le digital ou l'IA, de manière très ouverte, pourrait vous apporter en termes d'efficience au quotidien». Et donc on a eu une, quarantaine d'équipes qui allant de vraiment toutes les fonctions de l'hôpital, ingénieurs, infirmières, médecins, et qui se sont constituées autour de ces enjeux-là. Et une des équipes s'est focalisée justement sur l'IA générative dans la bureautique médicale au quotidien, mais voilà, que ce soit dans l'usage infirmier, l'usage médical, dans tous ces usages, je dirais. Mmh. Mmh. Ça, c'est très intéressant. Je pense que la démarche, et cet aspect de collecte en faisant, des hackathons comme ça, je pense que ça peut faire émerger des besoins qui sont très concrets et qui sont relatifs, du coup, à l'établissement et au vécu au quotidien, des médecins, au-delà potentiellement d'une approche peut-être avec le benchmark. Mais je pense que les 2 peuvent aussi être concluants pour identifier des pistes, intéressantes de cas d'usage. Ouais, parce que c'est vrai que, quand on a une double approche. Il y a la dimension un peu top down où je vais avoir une vision de l'efficience un peu macro, on va dire, macroéconomique, mais à l'échelle de mon hôpital. Mmh. Et en faisant le hackathon, ça a permis de faire émerger des cas d'usage peut-être plus fins, plus précis, mais qui répondent vraiment au quotidien des médecins. Et donc les 2 s'alimentent, assez utilement, je pense, en termes de D'accord. méthode. D'accord, d'accord. C'est très très intéressant, comme approche. Je reviens juste sur la solution de l'assistant IA, mais sur un aspect,
particulier, c'est le patient dans tout ça. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, est-ce que vos patients sont au courant que, voilà, le médecin, il est assisté par, cet agent IA? Est-ce qu'ils doivent donner, une autorisation en amont? Comment ça se gère au niveau patient? Donc, on informe des solutions, alors sachant que ces solutions d'assistance par l'IA, elles existent y compris dans des équipements biomédicaux, présents en imagerie notamment, Mmh. d'assez longue date. Il y a de l'analyse d'images, assistée par IA qui se déploie en imagerie classique depuis longtemps, en imagerie ophtalmo de plus en plus, qui permettent de faire des calculs d'implants plus fins. Donc on informe, il n'y a pas de des ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, notre principe, c'est que l'IA, c'est une aide, c'est pas ça va jamais être un décideur autonome. Mmh En tout cas, mh. sauf si la science demain nous dit que l'IA autonome, Mmh. sans être encadrée par un médecin est parfois meilleure, et je crois qu'il y a quelques études qui le démontrent. Mais en tout cas, nous, dans notre usage actuel, on est vraiment sur de l'IA qui assiste et qui aide le médecin dans son exercice. Donc on D'accord. informe le patient pour répondre, clairement, mais on ne recueille pas un consentement particulier. D'accord, d'accord, d'accord. Très clair, là-dessus et donc au niveau du déploiement aujourd'hui, toutes vos consultations sont, vous avez déjà élargi le déploiement, à toutes les consultations ou c'est quelque chose qui est en cours, Alors c'est en cours de donc on a fait le choix, c'est assez récent encore, hein, Mmh. c'était en septembre, octobre de l'année dernière, et donc là, on est dans la phase de généralisation, et donc mon objectif de la consulte sans secrétaire de A à Z, l'objectif c'est septembre 2026. Donc D'accord d'ici septembre, normalement, l'ensemble des consultations se feront, en totale autonomie du médecin et en relation améliorée avec son patient. et aujourd'hui, entre le pilote, parce qu'en fait, lorsqu'on est en train de faire un pilote, c'est vrai qu'on a un degré de flexibilité peut-être, un peu plus que pour le déploiement Mmh généralisé. mh. Heu, Quels sont les freins qui apparaissent pour un passage, d'un pilote, à un passage à l'échelle dans un établissement? Est-ce que vous avez déjà vu des freins en particulier? Alors une fois en effet, le pilote, voilà, chacun est dans sa pratique et dit: «Voilà, ouais, ça pourrait répondre à mon objectif». Quand on vise quelque part une industrialisation à l'échelle de l'établissement, Mmh. heu, bah, ça nous a conduit, c'est un travail qui est en cours en ce moment, à questionner la façon dont on structurait nos différents comptes rendus médicaux. Et là où on avait fait beaucoup de recueils, je dirais, au démarrage des dossiers patients informatisés à façon, à chaque service disant: «Voilà, moi je veux mon compte rendu comme ça», le service d'à côté: «Moi je le veux plutôt comme ça». Hem, Ça les a conduits à se dire: «Comment on peut réfléchir différemment, avoir peut-être un tronc commun, une façon de structurer nos comptes rendus qui a un tronc commun, autour duquel on développe des spécifications liées soit à des pathologies, soit à des parcours, soit à des spécialités». Sachant on a depuis, 4-5 ans, on a développé une unité data science spécialisée justement sur le travail, sur la donnée, et du coup, on travaille davantage les référentiels, la façon de structurer les données pour pouvoir en extraire de la donnée aussi, à des fins scientifiques. Parce qu'il y Mmh. a et c'est un des enjeux, c'est de trouver l'équilibre entre un quotidien clinique qui appelle une certaine, heu, efficience et rotation des patients. On peut pas, c'est pas de la recherche, pointue, on n'a pas le temps forcément de faire de la recherche pointue en continu. Mmh. Mais dès lors qu'on a structuré un recueil, très bien formalisé et autres, après on peut faire de la recherche sur données, avancée, un peu plus poussée, je dirais. D'accord, d'accord, d'accord. Je pense que le point que vous avez évoqué, il est très important. C'est que, en fait, c'est venu aussi avec l'automatisation. J'ai travaillé, dans le passé sur des outils d'automatisation et maintenant sur des outils d'IA et c'est vrai que le fait de vouloir déployer des outils comme ça mène ou ça pousse à poser des questions sur les processus existants et du coup, c'est une manière peut-être de pouvoir améliorer, évoluer aussi dans les processus existants. Et l'exercice, il permet aussi aux spécialités entre elles de se partager les bonnes pratiques. Parce que Mmh. moi, il y a pas un modèle idéal de compte rendu. Par contre, il y a voilà, ce que ça a permis de faire, en fait, je dirais, c'est un partage d'expérience. Au décours de cette solution technologique, chacun a pu dire: «Bah, moi, ça m'alimente pas mon compte rendu. Ah, mais moi, ça alimente bien parce que je l'ai structuré de telle et telle façon».
«Ah bah, ça m'intéresserait de le faire de la même manière», voilà, donc ça a été un peu un apprentissage, là où autant je dirais que quand j'ai informatisé le dossier patient, je suis là depuis Mmh 13 ans, donc j'ai un peu un peu d'historique sur ces sujets-là. mh. Mon sujet, c'était d'abord que tout le monde veuille bien y aller et donc Mmh j'ai mh. pas du tout cherché à changer les pratiques. J'ai plutôt dit: «Voilà, comment j'informatise vos pratiques d'aujourd'hui? Comment ce que vous faites aujourd'hui sur le papier, je vous le transforme en informatique». Mmh. Et là, je pense qu'on a atteint un niveau de maturité où on peut davantage dire: «Voilà, maintenant vous êtes tous informatisés, c'est quoi les meilleures pratiques dans la maison et comment on les fait converger vers quelque chose qui soit plus adapté et sur lequel on puisse greffer des solutions IA, qui vous fassent en plus gagner du temps». Très bien, très clair là-dessus. Hem, 2 dernières questions. La première, c'est, plus pour l'écosystème, du coup, pour, les acteurs qui, aujourd'hui ont souhaitent se lancer ou ils sont en cours de lancement sur des projets similaires. Si vous avez 2 ou 3 conseils à donner de manière, générale sur la conduite de projets, comme ça, à quoi il faut faire attention? Moi, je suis assez pratico-pratique et assez ancré de terrain, Mmh. donc faut pas vendre un rêve, qui serait pas accessible à l'arrivée. D'accord. Parce que derrière l'IA, il y a pas mal de fantasmes, heu, donc voilà, je dirais aller sur des choses, assez pratico-pratiques. Heu, Mon obsession, moi, c'est toujours l'adhésion du corps médical ou des différents métiers, donc ça, j'en fais vraiment une colonne vertébrale de de la réussite d'un projet. Et après évidemment, il faut des fonctions quand on va vers l'IA, ou quand on va vers l'IT, c'est des changements organisationnels qui nécessitent aussi de faire des paris en termes de staffing des fonctions support. Là où je vais réduire potentiellement mes fonctions support administratives, je vais avoir besoin de fonctions support informatiques beaucoup plus robustes. Et Mmh. donc c'est aussi des paris de réorganisation, interne. Moi, quand je suis arrivé à la fondation, je crois qu'à l'informatique, ils étaient une 5 ou 6. Aujourd'hui, ils sont presque 45. D'accord. Donc on a fait des choix, forts, Mmh. et donc faut les assumer parce que si vous allez vers de l'informatisation, mais qu'après vous n'avez pas le SAV interne ou la capacité à avoir une infrastructure solide qui tombe pas tous les 4 matins et qui crée pas de la frustration. Voilà, donc je pense que quand on va vers une solution, il faut y aller pleinement. Faut pas rester au milieu du gué, papier, informatique ou à moitié IA, pas IA. Je pense qu'il faut y aller pleinement et que l'entièreté du processus bascule, mais il faut pouvoir l'accompagner sur le plan technologique. Mmh. Mmh. Très, très clair, donc si je veux synthétiser, c'est, d'abord aller sur des cas pratiques. Ensuite, il faut avoir aussi le corps médical impliqué dans ces travaux et troisièmement, c'est le savoir qui doit être dans pouvoir, en fait, internaliser du savoir et organiser, en fait, les équipes en interne pour, s'adapter à ce type de projet. C'est un peu, Exactement, c'est bien résumé. C'est ce très bien. triptyque-là qui me semble, de Parfait. successful. Parfait, parfait et donc dernière question sur, plus les, les perspectives. Donc là, j'ai compris qu'il y a des perspectives d'extension vers, de l'hospitalisation de cet agent, par exemple. Mais, est-ce qu'il y a d'autres, initiatives, qui concernent l'IA générative à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild? Oui, et c'est là que il y a à la fois les projets qu'on a pu penser d'un point de vue stratégique pour gagner en efficience et à l'occasion du hackathon, alors certains sujets sont un peu, il y a de la PI derrière, il y a la protection intellectuelle de certaines idées, donc je vais pas forcément toutes les dévoiler là, mais Mmh. il y a des idées notamment sur ce sujet un peu tarte à la crème et parfois irritant dans les hôpitaux qui est la checklist. Et ben, faire la checklist avec un agent IA, assisté par l'IA, ça peut vraiment donner des très bons résultats. Heu, Là où quand c'est, manuel, informatisé, c'est pas forcément respecté par tout le monde. Hem Et voilà, voilà, ça c'est un des axes par exemple sur lequel on est en train de creuser, des possibilités. Je vous dis en recherche, tout ce qui est fonction support lié à la recherche, Mmh. je trouve que les industriels dans la santé investissent énormément ou se positionnent de plus en plus sur les axes prise en charge du patient sur le plan clinique. Sur la partie recherche clinique, pas tellement. Or je pense qu'il y a énormément de choses à développer, pour, faire de la recherche clinique intelligente et plus agile et plus efficiente. Voilà, je dirais que c'est des axes sur lesquels nous on va essayer de se positionner. Très bien, très clair. Merci du coup Guillaume pour, cet échange très concret. Je pense que votre retour d'expérience sera très précieux pour, les acteurs de l'écosystème.
Merci, encore pour votre temps. Bien, merci Younes pour votre écoute. À bientôt. Merci.